Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur Média d'Afrique dans le grand groupe Canal Hausa ce soir. C'est une édition spéciale, vous devez vous en habituer pour toutes les actualités africaines et les actualités mondiales. Nous sommes désormais la chaîne en réalité qui vous plante le décor pour comprendre les différentes actualités qui se déroulent en Afrique et un peu partout dans le monde. Et ce soir, nous prenons en direct Luc Michel depuis Bruxelles. Et pour quelle question? La première question est celle du torchon qui brûle entre Paris et Malabo. Entre Paris et Malabo, le torchon brûle. On est en train de frôler la rupture des relations diplomatiques. Car en fait, dans l'histoire de l'affaire des biens mal acquis, Malabo a durci le ton et annoncé à Paris que son ambassadeur, M. Olivier Roginel, qui est donc ambassadeur de France en Guinée équatoriale, sera tout simplement expulsé sous 24 heures si jamais la France hasardait à mettre les diplomates équato-guinéens hors de cet immeuble de l'avenue Foch en France, qui est une résidence diplomatique et donc un territoire de la Guinée équatoriale. Alors, torchon qui brûle, ton durci de Malabo, du président Teodoro Obiang Bazongo et du vice-président qui est Théodorine Obiang-Mangué. C'est ce que nous allons examiner tout à l'heure avec Luc Michel en reparcourant l'histoire rocambolesque et l'histoire justement d'une corruption, tout au moins d'une prédation de la France comme cette fois-ci, les choses sont en train de tourner au vinaigre car Malabo a durci le ton et est prêt à expulser Manu Militari avec un avion équato-guinéen, l'ambassadeur de France en Guinée équatoriale. Seconde dimension, c'est le focus justement sur la Guinée équatoriale et son vice-président. Le vice-président Théodorine Obiang-Mangué est en direction vers Belgrade. Quels sont les jeux et les enjeux de cette visite du vice-président de la Guinée équatoriale, Théodorine Obiang-Mangué, à Belgrade? Voilà la seconde articulation. Nous sommes avec Luc Michel. Luc Michel est à Bruxelles et j'y vais sur ce point dire bonsoir à Luc Michel. Luc Michel, bonsoir et bienvenue sur Média d'Afrique et dans le grand groupe Canal Hausa. Bonsoir Hubert, bonsoir à ton équipe et à tes téléspectateurs. C'est un plaisir de te retrouver. Alors Luc, on va entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut retracer avec vous, hors de la parlotte ou des parlottes, hors de tout ce qui est dit dans cette affaire et qui justement n'entre pas dans les priorités ou du moins les prérogatives de la Guinée équatoriale, est-ce qu'on peut reparcourir cette histoire depuis sa genèse avec vous, Luc Michel? Oui, bien entendu. Il faut tout d'abord dire une chose, c'est que les Français et les ONG de Georges Soros, je vais vous expliquer qui sont en action, ont fait un package. Ils ont joint une série d'affaires au Gabon, au Congo-Brazzaville, en Guinée équatoriale, au Liban et en Syrie. Et ils ont mis tout ça sous l'étiquette bien mal acquis. Mais l'affaire de la Guinée équatoriale n'a rien à voir avec les autres. En effet, dans toutes les autres affaires, il s'agit de biens privés qui constituent des biens de la famille de président au Gabon, au Congo-Brazzaville, l'ongle de Bachar el-Assad en Syrie, le gouverneur de la Banque du Liban. Dans le cas de la Guinée équatoriale, de l'immeuble de l'avenue Foch, il s'agit d'un bien d'État équato-guinéen acheté suivant les formes légales, c'est-à-dire en payant les droits de notaire et le fisc français avec de l'argent équato-guinéen, dans lequel est installé non pas des gens privés, la famille des présidents, mais l'ambassadeur de Guinée équatoriale qui a ses locaux, ses secrétariats et sa résidence. Comment est-ce que tout commence? En 2004, il y a une tentative de coup d'État contre Malabo qui est menée par des pétroliers anglo-saxons, dont le fils de Mark Thatcher, le fils de Margaret Thatcher. Ce coup d'État est mené par des mercenaires sud-africains dirigés par Simon Mann, qui est un officier britannique
anciens du SAS. Ils sont arrêtés au Zimbabwe, extradés et jugés à Malabo. L'un des organisateurs, c'est le milliardaire George Soros, le grand déstabilisateur de l'Afrique et des ex-républiques soviétiques. Soros, pour se venger, en 2006, il ouvre un dossier de biens mal acquis. Tout d'abord aux États-Unis et ensuite il transfère ce dossier à Paris via ses complices. Il a un associé en France, William Bourdon, qui dirige deux ONG de la galaxie de George Soros, Sherpa et Transparency International. Le directeur de Transparency France, c'est un certain Lebec. Il dirige une multinationale française du pétrole. Technip, c'est lui qui dépose plainte. Mais la plainte initiale, elle vise Théodore Manguier, Théodore Obiang-Nema Massogo, le président. Il s'avère au bout de quelques semaines que celui-ci n'a pas de bien à Paris. Dès lors, on se tourne contre son fils, le vice-président, Théodore Manguier Obiang-Nema. Il ne porte pas le même nom parce qu'en Guinée équatoriale, les noms sont patronymiques et donc les fils ne portent pas nécessairement le nom des pères. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a toute une série de procédures judiciaires qui vont durer. En 2012, on confisque une série de biens au vice-président, mais on confisque aussi l'immeuble de l'Admufos qui ne lui appartient pas. En 2018, la Cour de cassation confirme la confiscation définitive de l'immeuble. C'est une confiscation illégale puisqu'on confisque au vice-président un bien qui appartient à l'État équatorien. Ceux-ci vont dans une procédure qu'on appelle en restitution devant les cours d'appel de Paris. Et le 9 juin, il y a quelques jours, alors que le vice-président mène une mission diplomatique en Serbie, ce n'est pas un hasard, la Cour de cassation confirme la confiscation de l'immeuble de l'Abdufon. Jusque-là, évidemment, on sait simplement en présence d'un acte de piraterie international. Mais le problème, c'est que les Français se sont piégés eux-mêmes et ils se sont placés au pied du mur. Si, évidemment, la France peut confisquer l'immeuble illégalement, les conventions de Vienne qui régissent les usages diplomatiques ne permettent pas de saisir une ambassade et d'expulser des diplomates. Il faudrait que la France envoie la police et que la police exerce la violence, les voies de fait contre l'ambassadeur et son personnel diplomatique, qui tous ont l'immunité diplomatique, bien entendu, pour les expulser. Évidemment, ce serait un scandale international et une affaire qui ne s'est jamais vue dans l'histoire diplomatique. En aucun cas depuis le XIXe siècle. Immédiatement, évidemment, ce scandale serait suivi de réciprocité. Le vice-président a expliqué sur son tweet que dans les 24 heures, l'ambassadeur de France à Malabo serait expulsé de son ambassade. L'ambassade saisie, celui-ci mis dans un avion et remplacé en France. Et ensuite, il y aurait d'autres mesures qui seraient prises contre les biens français en Guinée équatoriale. Précisons quelque chose, c'est qu'il n'y a pas un immeuble de l'avenue Fosse qui vaut 110 millions d'euros et qui intéresse toute une bande de chacals qui s'intéressent à cet argent, notamment les ONG de George Soros, la Corinthe équatorienne, les avocats des partis civils mariobotisés par le Quai d'Orsay et George Soros. Eh bien, la Guinée équatoriale n'a pas de biens en France, mais la France a des possessions et des intérêts économiques en Guinée équatoriale. Total dans le domaine du pétrole, la Société Générale dans le domaine des banques, le groupe Accor dans le domaine des hôtels. Ces possessions, je les connais bien, elles sont considérables.
notamment la plupart des grands auteurs de Sipopo, Malabo II, appartiennent au groupe Accor, évidemment. Tout cela fait que la France a beaucoup à perdre et la Guinée équatoriale, rien du tout. Ajoutons quelque chose, c'est que la Guinée équatoriale a émis un avertissement l'année passée vis-à-vis de la France et que dans son arrogance, Macron et le Quai d'Orsay n'ont pas écouté. L'année passée, le Quai d'Orsay et la Corrète, donc, qui est l'opposition équatorienne en exil, marionnettisée par les services secrets espagnols et français, a monté un complot en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a émis des sanctions contre le vice-président. Immédiatement, la Guinée équatoriale a rompu les relations diplomatiques avec Londres. C'était un avertissement pour Paris, mais Paris n'a pas compris cet avertissement. Aujourd'hui, Paris s'est piégée elle-même et elle est au pied du mur. Merci à vous, Luc Michel. Paris s'est fait piéger. On reste avec vous. Avant d'évoquer un certain nombre de questions avec vous, Luc Michel, est-ce qu'on peut décoder les signaux géopolitiques et même géostratégiques qui se dessinent et qui sont en filigrane, qui font même la toile de fond de cette affaire? Écoutez, l'affaire des biens mal dans le cas de la Guinée équatoriale, mais également dans le cadre du Gabon ou du Liban ou de la Syrie, où les gens de Georges Soros mènent des raids géopolitiques contre des États. Derrière tout ça, il n'y a pas d'argent volé, la bonne gouvernance, rendre l'argent au peuple, etc. Il y a des opérations de déstabilisation géopolitique. Dans le cas de la Guinée équatoriale, c'est la géopolitique du Golfe de Guinée et c'est la place que Malabo tient dans cette géopolitique. On croit à tort que ce qui intéresse les Occidentaux dans la Guinée équatoriale, c'est le pétrole et le gaz. C'est une erreur. Le pétrole et le gaz, c'est la cerise sous le gâteau. C'est aussi, on veut dire, un gâteau supplémentaire. Mais en réalité, ce qui intéresse la France et les États-Unis, qui ont mené aussi une affaire de biens mal acquis en 2006 contre la Guinée équatoriale, c'est la place de la Guinée équatoriale au cœur du golfe de Guinée et l'existence des routes maritimes. Les Américains, mais aussi leurs complices français, ils préparent leur position dans l'optique de la Troisième Guerre mondiale qui doit avoir lieu, suivant les Américains, entre 2050 et 2070. À ce moment-là, le contrôle des routes maritimes sera indispensable pour gagner la guerre. On se rappelle que l'Allemagne a perdu la guerre face aux États-Unis en 1942, lors de la bataille du Pacifique, quand elle a été incapable de prendre le contrôle des voies maritimes de l'Atlantique. Mais ce n'est pas du Pacifique, mais de l'Atlantique. Qu'est-ce que c'est le golfe de Guinée? C'est un nœud de voies maritimes vers lequel les navires se dirigent vers les États-Unis et l'Europe. Et au golfe de Guinée, on arrive depuis la mer Rouge et depuis l'océan Indien. Les Russes sont arrivés à partir de 2015 dans la golfe de Guinée, invités par la Guinée équatoriale justement, qui a fait des accords militaires ouvrant les ports de Guinée équatoriale à la flotte russe. En 2021, l'Iran, qui est l'allié de la Russie dans le golfe de Guinée, la marine iranienne est déployée là-bas en appui de la marine russe, a fait des accords similaires avec Madagascar. Enfin, les Américains accusent les Chinois qui sont déjà installés à Djibouti et au Sri Lanka dans l'océan Indien d'envisager de créer une base navale militaire dans le golfe de Guinée, sur l'île de Bioko, précisément à proximité de la capitale Malabo. Voilà donc pourquoi on mène depuis 15 ans
des opérations de déstabilisation de la Guinée équatoriale pour installer au pouvoir un régime fantoche. Oui, Luc Michel, pour installer au pouvoir un régime fantoche, on va aller retrouver Luc Michel. Est-ce qu'il est avec nous, Luc? Alors là, on vous a perdu un peu. On rappelle que nous sommes dans cette édition spéciale en train de comprendre ce qui se passe entre la France et la Guinée équatoriale, entre Paris et Malabo. Et vous avez déjà évoqué dans le premier jet le fait que cette histoire est une affaire de corruption et de tricherie, de surenchère, de vol et de prédation, et qu'en réalité, l'immeuble de l'avenue Foch en France est un immeuble qui appartient justement à la Guinée équatoriale et non à une personnalité ou une personne, puisqu'en principe, vous le disiez tout à l'heure, l'affaire des biens mal acquis a d'abord indexé ou alors pointé du doigt le président Teodoro Obiang Nguema. Mais il s'est trouvé que lui n'avait pas de biens pratiquement en France et du coup, on s'est dirigé vers cet immeuble qui avait été acquis par l'argent, vous le disiez, du gouvernement de la République de Guinée équatoriale, mais au départ par le vice-président Dorine Obiang-Bangue. Et donc, effectivement, vous avez démontré dans cet premier argumentaire que la France s'est fait piéger, et elle est tombée dans son propre piège, de vouloir confisquer un bien qui appartient à un État souverain, et puisque cet État n'est pas prêt à se rendre, il y a donc cette justice aux ordres, vous le disiez, que la Cour de cassation a finalement décidé de faire en sorte que la France puisse confisquer cet immeuble. Et l'on sait d'ailleurs que l'argent sera destiné à des ONG et au Quai d'Orsay. On rappelle que le Quai d'Orsay, c'est le siège du ministère des Relations étrangères en France. Et on peut se demander comment est-ce qu'on peut prendre les biens d'un peuple et les remettre à un autre peuple, à un ministère d'un pays et les remettre à une association. Et du coup, l'on peut comprendre sans avoir des lunettes, même si on est aveugle, de pouvoir voir que c'est une affaire de vol et de prédation. Alors vous disiez géopolitiquement qu'en principe, c'est une grande construction en réalité qui s'oppose et qui vise la Guinée équatoriale étant au creux du golfe de Guinée. Je ne sais pas si Luc est revenu avec nous. Alors, Luc Michel, il n'est pas revenu avec nous. On va certainement dire et redire que dans cette affaire, l'affaire oppose donc l'État de Guinée équatoriale et l'État français dans une histoire rocambolesque des biens mal acquis. Ces biens mal acquis qui, pour certains, en principe, sont très nombreux en France, au point que c'est la France qui devait être accusée d'être un pays où il y a plus de biens mal acquis que dans aucun autre pays du monde. Et du coup, certains experts estiment que, justement, Paris, ou tout au moins la France, a voulu fragiliser les chefs d'État africains, certains chefs d'État africains, comme Luc Michel le révélait tout à l'heure, c'est-à-dire on a parlé du feu président Omar Bongo, et Luc Michel a démontré que là c'était des biens personnels. Et on a parlé de Denis Sassou Nguesso, d'ailleurs Denis Sassou Nguesso qui a renvoyé dos au mur plusieurs fois ses partisans ou ses artisans ou ses artificiers des biens mal acquis, qui les a renvoyés dos au mur. Et pour la Guinée équatoriale, il ne s'agit nullement des biens personnels, il est question des biens de l'État. Je revois Luc Michel. Alors, vous disiez, dans votre pointe géopolitique et géostratégique, en principe, la Guinée, la France en veut à la Guinée, ou alors la construction géopolitique et géostratégique. Les raids qui sont en train d'être opérés sont opérés pour mettre au pouvoir en Guinée équatoriale un leader, une autorité fantoche acquise à la cause de la France. Luc Michel. C'est-à-dire qu'il y a une série de réseaux qui existent. Il y a tout d'abord les réseaux américains qui sont centrés sur une ONG qui s'appelle Equatorial Guinea Justice. Le président, mais c'est un porte-parole de paille,
Il s'appelle Tutu Alicante. C'est un opposant équatorien qui a quitté la Guinée équatoriale il y a 30 ans. Mais le véritable chairman, le président, c'est un ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines américaines. Secondement, il y a les réseaux français et espagnols. Il y a tout d'abord les réseaux de Severo Moto, l'ancien responsable de la propagande du dictateur Macias, qui anime un lobby néocolonial en Espagne depuis les années 1990. Et les Français, les Espagnols et les Allemands, ils ont construit leur réseau qu'on appelle les Correttes, puisqu'à un moment donné, elles étaient trois. Il y a notamment une Corrette à Paris avec Salomon Obesodong. C'est la dernière qui existe encore actuellement. Elle est marionnettisée par les services secrets espagnols et français. Enfin, il y a maintenant un groupuscule qui s'appelle Troisième République qui est installé à Madrid, qui est protégé par les services du Premier ministre espagnol. Ces gens ont des relais. Il y a deux groupuscules. Il y a un groupuscule qui s'appelle la CDPS, qui n'a plus de députés en Guinée équatoriale. Il en avait un précédemment, qui a exercé une tentative de révolution de couleur avec des violences et des émeutes, et qui est donc interdit. Et voilà ce qui se passe évidemment. Tous ces gens sont sans écho, ils n'ont pas de relais au pays, ils n'ont pas de soutien dans la population. Maintenant, comment est-ce que la justice française prétend exercer une juridiction sur la Guinée équatoriale? C'est cela qu'il faut comprendre. Au début des années 1990, nous sommes aux États-Unis. Les États-Unis se dotent de lois qu'on dit universelles. C'est-à-dire que les Américains prétendent que leurs lois s'exercent sur d'autres pays et que des citoyens de ces pays ont le droit de venir aux États-Unis déposer des plaintes qui sont jugées aux États-Unis. À la suite de ça, au début du XXIe siècle, les Français, les Espagnols et les Belges se dotent de juridictions semblables. Ils prétendent exercer ces juridictions en matière de droits de l'homme et les Français en matière de corruption internationale. C'est comme ça que les biens vainquis vont commencer. La France dit qu'elle a le droit de juger ce qu'elle appelle de la corruption en Guinée équatoriale, avec un problème, c'est que ce qui est un délit dans le droit pénal français à Paris n'est pas un délit, n'est pas illégal en Guinée équatoriale. Par exemple, les ministres en France ne peuvent pas exercer d'activité commerciale, c'est illégal. Mais en Guinée équatoriale, au contraire, où ils ne touchent pas de salaire, en France, ils touchent de confortables salaires en dizaines de milliers d'euros, mais en Guinée équatoriale, ils ne sont pas payés. Et la loi leur fait obligation d'avoir une activité pour vivre et justifier de revenus. Voilà donc ce qui se passe. Voilà pourquoi, à juste titre, la Guinée équatoriale considère que les lois françaises ne s'appliquent pas sur son territoire. Deuxièmement, le vice-président de Guinée équatoriale, il est responsable de la matière de défense et de sécurité. Il a ce qu'on appelle l'immunité de fonction qui est reconnue internationalement par les conventions de Vienne. Attention, ce n'est pas l'immunité diplomatique qui concerne les ambassadeurs et le personnel diplomatique, c'est une immunité qui concerne les chefs d'État et les principaux ministres, notamment les ministres de la Justice, les ministres de la Défense et les ministres de l'Économie. Donc, légalement, pendant toute la durée de son mandat, il ne pouvait pas être poursuivi. Mais la France s'est assise sur cette immunité de fonction et donc sur les usages diplomatiques internationaux. On présente Théodore Manguio-Magnema comme un jeune golden boy, un playboy. On l'a surnommé, et vous êtes tombé dans ce piège, Théodorin. Théodorin, ce n'est pas son nom,
Il s'appelle Théodore Mangui Obiang-Nema. Théodorin, c'est un surnom qu'on lui donnait quand il était un petit enfant, avant ses 5 à 10 ans. Il n'y a pas donc de Théodorin. On le présente aujourd'hui comme un jeune playboy et on l'associe à des fils de présidents africains, notamment le fils du président de Sierra Leone, qui est un jeune footballeur de 20 ans. Mais qui est Théodore Mangui Obiang-Nema? C'est un homme politique responsable, l'un des principaux dirigeants géopolitiques de la Guinée équatoriale. Il a 54 ans, il est vice-président du Parti démocratique de Guinée équatoriale au pouvoir. C'est l'interlocuteur de Vladimir Poutine. Il a reçu en janvier 2020 en tête-à-tête à Moscou. C'est l'interlocuteur des généraux de l'armée populaire chinoise qui l'ont reçu en 2017 à Pékin, au moment même où la France le condamnait comme un délinquant. C'est l'interlocuteur aujourd'hui du président de Serbie à Belgrade, où il a une mission diplomatique, au moment même où la France prétend confirmer la confiscation de l'ambassade de Guinée équatoriale à Paris. Voilà donc de quoi il s'agit. Et vos téléspectateurs maintenant comprennent mieux le complot qui est organisé depuis 15 ans contre la Guinée équatoriale par les États-Unis, mais qui ont abandonné l'affaire, mais surtout par les Français. Comment est-ce que ça s'est terminé aux États-Unis? Eh bien, on a confisqué des biens, ceux-là qui appartenaient au vice-président, mais le fisc américain est réellement indépendant, lui. Il a donc fait un accord avec Malabo. Ils ont ensemble choisi de véritables ONG qui font une action sociale en Guinée équatoriale. Les sommes saisies vont être redistribuées à des œuvres sociales en Guinée équatoriale. Et j'ajoute que le State Department américain, l'année passée, lorsque la France a voté une loi pour spolier la Guinée équatoriale, a condamné Paris. Quelle est cette loi? Elle a été votée en juin 2021 par l'Assemblée nationale puis le Sénat français. Jusque-là, l'argent confisqué était attribué au fisc français à une agence qui s'appelle l'Agrasc et ensuite il servait à financer l'État français. Avec la nouvelle loi, qui est une loi de spoliation, elle vise principalement Malabo, mais aussi l'oncle de Bachar el-Assad en Syrie. Qu'est-ce que dit la loi? C'est que dorénavant, les sommes confisquées sont confiées au Quai d'Orsay. Et le Quai d'Orsay choisit des ONG de son choix auxquelles il donne l'argent saisi pour mener leur action dans le pays concerné. C'est-à-dire que l'argent volé à la Guinée équatoriale va servir à financer la Corrète, les ONG de Georges Soros, etc. C'est-à-dire des gens qui sont chargés de déstabiliser politiquement et d'organiser une révolution de couleur lors des élections présidentielles de 2023 à Malabo. On comprend donc la réaction indignée de Malabo et pourquoi les Équatoriens ne se laisseront pas faire. Paris ne l'a pas compris. Il a cru que la Guinée équatoriale, comme tant d'États africains, allait se coucher. En réalité, la Guinée équatoriale, c'est la dignité, c'est le respect de soi. L'expulsion de l'ambassadeur de France appartient à Paris si Paris franchit la ligne rouge. Ajoutons quelque chose. Vous savez, Hubert, que j'ai beaucoup de relations parmi les ambassadeurs, pas seulement en Afrique, mais surtout à Bruxelles et à Paris. J'ai publié différents PDF exposant la situation et j'ai envoyé ces PDF à tous les ambassadeurs africains à Bruxelles et à Paris. J'ai eu des dizaines de coups de fil. Tous m'ont posé la question. Tout d'abord parce qu'ils ne voulaient pas y croire. Est-ce que c'est vrai, me demandait-il? Est-ce que Malabo va véritablement le faire?
Cela explique le degré de suggestion des États africains. Oui, je leur ai répondu. Évidemment, on m'a confirmé à Malabo et de sources diplomatiques à Malabo et à Paris que cette expulsion aurait bien lieu. Merci à vous, Luc Michel. Cette expulsion aurait bien lieu avant de quitter cette première articulation de cette édition spéciale. Luc Michel, allons nous balader, non pas nous balader, parce qu'on ne va pas faire la balade dans cette affaire très sérieuse, qui en réalité fait hérisser jusqu'aux cheveux le président Teodoro Obiang Nguema et Théodore, donc vous l'avez dit, en réalité ce petit nom d'enfant reste toujours sur les langues de beaucoup. Obiang Mangué, allons nous balader dans ce qui est considéré comme la révolution de pouvoir, c'est-à-dire là où géopolitiquement et géostratégiquement les Français sont en train de guetter. Alors qu'est-ce qui se joue justement pour la succession en Guinée équatoriale? Écoutez, c'est au PDGE qui est le parti au pouvoir et qui dispose d'une majorité parlementaire qui a doté la Guinée équatoriale dans les années 90 de toutes les institutions modernes, un fisc moderne, une cour constitutionnelle, comme en disposent les États européens les plus avancés, notamment la Belgique, la France ou l'Italie, qui a doté d'institutions dignes de celles occidentales. C'est au PDGE qu'il appartiendra lors d'un congrès de déterminer qui sera son candidat à la présidence et au successeur de Théodore Obiang Nguema Bassongo. Celui-ci, évidemment, il pensait céder le pouvoir en 2023, mais il pense qu'au regard des dangers encourus par la tentative de révolution de couleur à Malabo, il n'est pas impossible qu'il se représente. Maintenant, il faut constater quelque chose. La Guinée équatoriale, c'est un tout petit État en population, mais c'est un État immense au niveau de son soft power. C'est tout d'abord le leader du néo-panafricanisme. Obiang Nguema Bassongo, c'est le seul chef d'État en 2013 qui a osé rendre hommage à Kadhafi après la mort du guide libyen et à reprendre son œuvre. Deuxièmement, la Guinée équatoriale est active dans la géopolitique, notamment avec le bloc de l'Est, dans le golfe de Guinée, dans la géoéconomie, dans ce qu'on appelle l'association des États producteurs de gaz, l'OPEP du gaz, avec la Russie, avec l'Iran, avec le Venezuela, avec l'Algérie. C'est Malabo qui avait organisé le premier sommet des États producteurs de gaz à Malabo en juillet 2019. La Guinée équatoriale est également active dans le domaine culturel de la francophonie, dans le domaine de l'UNESCO, notamment avec son prix de la recherche médicale avancée, etc. Mais surtout, la Guinée équatoriale développe un modèle qu'on appelle l'émergence 2030, c'est-à-dire les conditions d'émergence d'un État africain pour échapper à la globalisation et échapper à l'emprise occidentale. Qu'est-ce que c'est l'émergence de la Guinée équatoriale? Aujourd'hui, la Guinée équatoriale, c'est un État pétrogazier rentier. Elle vit de la vente du pétrole brut et du gaz brut. Que veut Malabo? C'est devenir un État industriel avancé, autour de plusieurs piliers. Tout d'abord, il y a l'industrie pétrogazière, évidemment. Secondement, il y a l'industrie chimique dérivée de l'industrie pétrogazière. Troisièmement, il y a l'industrie forestière. Et on se rappellera que le vice-président, c'est l'ancien ministre des Forêts. C'est lui qui a évité que les Occidentaux continuent à piller les forêts équatoriennes. Et il est détesté pour cela par les Occidentaux. Quatrièmement, c'est développer l'industrie touristique. C'est faire notamment de l'île de Bioko l'équivalent français des Antilles pour le tourisme. Enfin, c'est de faire de Malabo, de Sipopo,
qui est la capitale développée du pays, un hub financier, le Doha du Golfe de Guinée, comme Doha est le hub financier du Golfe Persique. Voilà donc évidemment tout ce qui se passe. C'est la raison de la mission que Théodore Mangueo-Bagdema conduit actuellement à Belgrade, en Serbie, où il a rencontré le président serbe Vučić. C'est la preuve d'ailleurs que ce n'est pas un jeune playboy ou un jeune golden boy, mais l'un des hommes qui conduit la géopolitique de son pays. Pourquoi la Serbie? La Serbie, c'est l'héritière de la Yougoslavie. Au début des années 60, la Yougoslavie du président Tito, elle dirigeait les États non alignés avec notamment le président Nasser, et elle était en pointe pour aider en Afrique les États africains qui voulaient se dégager du colonialisme. C'est aussi un État qui possède une industrie avancée dans l'automobile, dans l'industrie pétrolière notamment. C'est un État qui, dans le domaine du gaz et du pétrole, a des liens étroits avec la Russie et qui a refusé notamment de participer aux côtés des Européens. Oui, de participer aux côtés des Européens. Luc Michel, on va certainement le retrouver. Luc, vous restez en ligne avec nous. Vous allez donc de démontrer là que le président, le vice-président de Guinée équatoriale est justement donc en tournée, alors que la France est en train de vouloir s'emparer, et peut-être c'est ce qui pique aux yeux de la France, c'est ce qui en réalité irrite la France de pouvoir aller à cette décision, alors que le vice-président est en Belgrade, donc en Serbie. Je vais te proposer une transition, et je propose à nos téléspectateurs une transition. On va se retrouver tout à l'heure pour justement achever cette première articulation de cette édition spéciale. Et nous allons examiner donc les enjeux de cette visite auprès de la Serbie, à Belgrade, du vice-président équato-guinéen. Prenons cette transition. On revient sur ce plateau, à tout de suite. dafa ñëw dindi lépp lu fi lëndëmoon leeral fépp moom képp loolu lu koy dindi lu coow li bari bari moom moo fi ne moom rek dafa ñëw ubbi bunti sutural ma teral ma wane ma fépp desalatuma dara ba muy metti moom rek a fi ne woon moom rek dañu wute sama boss de du ñële damay bëggee li mu mën lañu tële su ma tëddee mu lebal ma ba ma nelaw su ma gisulee dafay dof ma nënno yenn saay mu ne ma yaay sama ajana xol bi feex mu dey ma saretaan lu ne la lu mu am bokk ak man may première dame xolu keneen ku dul man he's my superman. Retour donc sur ce plateau. Si vous prenez le regard et l'écoute, vous êtes dans le grand groupe Canal Hausa, et le média, c'est Média d'Afrique qui en principe a pris corps et place depuis pratiquement une semaine et demie. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la 5e édition sur ce média qui en réalité est aussi une constitution du grand groupe Canal Hausa. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette édition spéciale. Vous devez vous en habituer, car en réalité, nous allons faire certainement l'actualité, le débat en continu. C'est notre mission désormais d'éveiller les consciences africaines, les consciences même mondiales, car en principe, il y a beaucoup de victimes au niveau même de l'Europe, comme le disait tout à l'heure Luc Michel, et comme il a fait remarquer dans l'histoire de Léopold II et de la Belgique. Alors Luc, vous disiez tout à l'heure, bouclons cette première articulation. En principe, on va pas aller directement dans la visite à Belgrade du vice-président équato-guinéen. On va quand même rester encore dans ces jeux et enjeux
qui se structurent en principe pour continuer le néocolonialisme, l'impérialisme et surtout la prédation outrancière et honteuse qu'exercent certaines puissances qui ne sont puissances que parce qu'ils s'appuient sur les richesses d'un certain nombre de pays, et notamment les pays africains. Revenons à vous, Luc Michel. Ce qui est en jeu, c'est le contrôle géopolitique définitif du golfe de Guinée, soit par les flottes occidentales, qui dit contrôle du golfe de Guinée, dit contrôle des voies maritimes, et en conséquence, contrôle du gaz et du pétrole des États africains dans le golfe de Guinée. Il y a le Gabon, il y a le Congo-Brazzaville, il y a la Guinée équatoriale, il y a le Cameroun, il y a l'Angola, il y a la RDC. Mais évidemment, la Guinée équatoriale, c'est l'allié de la Russie, de l'Iran et de la Chine dans cette tentative par le bloc de l'Est de disputer géopolitiquement le golfe de Guinée aux Occidentaux. C'est un enjeu décisif dans l'optique de la Troisième Guerre mondiale dans quelques décennies. Alors, c'est un enjeu, Luc Michel de Tissouci Connexion. Il va certainement nous retrouver. Il est donc clair qu'il y a des enjeux géopolitiques et géostratégiques costauds et que pratiquement avec cette humiliation ou alors ce ventre qui a été mis à nu au niveau de l'Ukraine avec tout ce qui se passe sur la place du monde, il y a justement cette volonté des puissances prédatrices, coloniatrices et impérialistes de justement mettre la main sur certains pays africains, notamment ceux du golfe de Guinée, car en principe, c'est là que l'avenir de l'humanité en termes de richesse, en termes d'atouts, en termes de valeur même se joue et dont la France court comme le porteur de valise, justement, le disait Luc Michel, des États-Unis. Il remarquait qu'en principe, les États-Unis ont abandonné ce procès et ont trouvé une solution beaucoup plus sage, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus diplomatique, pas seulement diplomatique, mais une solution crédible et notable qui a voulu que les États-Unis, la justice, le fisc américain, puissent justement confier les biens dits, malheureusement ou fatalement ou par erreur bien mal acquis, soient confiés à des ONG qui sont véritablement des ONG équato-guinéennes. Et pour le cas de la France, les biens devraient, selon la sentence qui a été rendue par la Cour de cassation, devraient revenir à des ONG qui n'ont rien à faire avec la Guinée équatoriale et au Quai d'Orsay, qui en principe n'est pas le premier ministère du peuple, en fait, de la Guinée équatoriale. Luc Michel, on termine avec cette première articulation. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'une manière assez simple? Que la France s'est piégée elle-même et s'est mise au pied du mur. C'est-à-dire que la France a cru qu'elle allait mettre à genoux la Guinée équatoriale et elle s'est piégée elle-même. Aujourd'hui, elle a confisqué l'immeuble de l'avenue Foch, mais l'avenue Foch est occupée par l'ambassade de Guinée équatoriale, protégée par l'immunité diplomatique. Pour toucher les 110 millions d'euros, il faut expulser les diplomates équatoriens et vendre l'immeuble. C'est impossible, évidemment. Qui vivra verra. Je suis évidemment très sceptique dans les solutions que Paris va trouver. Est-ce que Paris osera envoyer la police se saisir de l'ambassadeur de Guinée équatoriale et de ses collaborateurs pour les expulser mani militari? J'ai un gros doute, parce que cela ne sera pas accepté ni par les Nations Unies, ni par les autres ambassadeurs. Pas seulement les Africains, mais tous les autres. Merci à vous, Luc Michel. Alors, on a déjà fait pratiquement ce tour. Il y a un ensemble de choses et des vérités qui doivent être retenues. Mais la seule vérité qui est à retenir dans cette affaire, c'est que nous avons affaire à des escrocs, des voleurs, et qui volent majestueusement en public et royalement devant tout le monde, c'est-à-dire en faisant des lois qui
au lieu de s'appliquer dans leur propre territoire, doivent s'appliquer sur les territoires souverains, c'est-à-dire les territoires africains. Alors, ça sent encore l'odeur de la France-Afrique qu'il faut secouer très rapidement. Alors, dites-nous, Luc Michel, la visite du vice-président de Guinée équatoriale, Théodore Obiang-Mangué, je retiens ce nom, on va pas faire la polémique là-dessus, Luc Michel, puisqu'en réalité, il est connu un peu partout par ce petit nom qui a fait beaucoup de tours. Alors, cette visite-là, quelles sont les missions et les objectifs? Le prénom n'est pas anecdotique et le vice-président est furieux quand il s'entend nommer Théodorin. Imaginez-vous qu'on vous donnerait le surnom que votre mère vous donnait quand vous aviez 5 ans, Hubert. Je ne crois pas que ça vous ferait plaisir. Ça ne fera quand pas vous plaisir. êtes le dirigeant d'un grand pays. Quand vous êtes le dirigeant d'un grand pays, vous êtes encore moins d'accord. Comme je l'expliquais, la Guinée équatoriale, c'est un pays qui a un grand soft power dans la géopolitique et qui présente un modèle de développement qu'on appelle l'émergence 2030. C'est de transformer un État rentier pétro-gazier en un État industriel autour d'une série de piliers. L'industrie pétro-gazière, bien entendu, mais l'industrie chimique qui en découle. Il y a déjà une industrie de pointe à Punta Europa sur l'île de Bioko. Troisième pilier, l'industrie forestière, puisqu'il y a de grandes forêts. Quatrième pilier, l'industrie touristique. On veut faire de l'île de Bioko l'équivalent français des Antilles dans le cas du tourisme. Enfin, on veut faire de Malabo 2 un hub financier pour le golfe de Guinée, comme Doha est un hub financier pour le golfe Persique. Dernière chose, évidemment, c'est le développement de l'industrie. Et c'est là que prend place la visite en service. Les Chinois sont en train d'installer des usines d'industrie pharmaceutique, notamment de vaccins, puisque la Guinée équatoriale développe des vaccins typiquement africains avec les Cubains et avec les Chinois. Deuxièmement, les Chinois viennent de signer un contrat pour l'installation d'une raffinerie ultramoderne en Guinée équatoriale. Vous savez que comme tous les États producteurs de pétrole, ces États produisent du pétrole brut et du gaz, mais ils dépendent des importations pour le pétrole raffiné qui sert aux automobiles à rouler. Et la Guinée équatoriale subit régulièrement des pénuries et des embargos organisés par les Français du groupe Total. Ça va être fini avec cette raffinerie. Pourquoi est-ce que le vice-président est en Serbie? Qu'est-ce que c'est la Serbie? Belgrade, c'est l'héritière de la Yougoslavie. La Yougoslavie de Tito, qui est un État détruit aujourd'hui par une révolution de couleur en octobre 2000, la première de toutes, c'était l'État qui dirigeait ce qu'on appelait les non-alignés. Elle était très active avec Nasser en Afrique et elle soutenait toutes les indépendances africaines. Mais la Serbie, donc Belgrade, la Yougoslavie, c'est surtout un État industriel avancé. Il y a des industries de pointe, des industries pétrolières, chimiques, des industries automobiles et des industries d'armement. Il y a quelques semaines, les Européens ont essayé que Belgrade participe aux côtés des autres États de l'Union européenne à la guerre du gaz contre la Russie. Et la Serbie, qui est proche de Moscou, qui est un État orthodoxe, a refusé. Elle continue d'ailleurs à recevoir à des prix intéressants du gaz et du pétrole de la Russie. Théodore Mangué-Obiang-Néba, il est donc en Serbie pour conclure des contrats économiques et stratégiques qui vont apporter et aider à renforcer les activités industrielles de la Guinée équatoriale. Voilà ce qui se passe. Mais voilà surtout, au moment où on vous parle beaucoup
des biens mal acquis, de la confiscation de l'immeuble avenue Foch et de toute une série de billevesées, vous n'avez pas entendu un mot dans les médias occidentaux et dans les médias africains qui sont satellisés par les médias occidentaux. Vous n'avez pas entendu un mot, vous n'avez pas lu une ligne sur cette visite capitale pour la géopolitique africaine du vice-président de Guinée équatoriale à Belgrade. Merci à vous, Luc Michel. Alors, puisque cette visite irrite pratiquement la France, et on peut comprendre la coïncidence stratégique et même géostratégique, alors, quelle est la mesure, justement, aujourd'hui que la Guinée équatoriale, parce que vous avez dit, il y a des ambassadeurs, pour la première articulation, les ambassadeurs qui vous ont dit, est-ce que la Guinée équatoriale va aller jusque-là? Quelle est la capacité, ou alors en termes de rapport de force, quelle est la capacité du déploiement diplomatique donc de vice-président de la Guinée équatoriale, naturellement de la Guinée équatoriale, dans cette affaire pour tenir la France dos au mur? C'est l'erreur que les Français ont fait. Ils ont cru qu'ils étaient toujours face au petit État pauvre et isolé qui était la Guinée équatoriale il y a 30 ans. Ils n'ont pas compris que le président Théodore Obiang Massogo, il a fait de la Guinée équatoriale l'État pilote du développement africain et un État puissant par le son géopolitique. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la Guinée équatoriale? C'est tout d'abord un État lié au bloc de l'Est, c'est-à-dire l'Iran, la Chine, la Russie. C'est un État qui a des relations diplomatiques dans toute l'Afrique avec tous les présidents États africains où il a un poids géopolitique considérable. C'est un État qui a un poids géopolitique au niveau mondial, qui a notamment fait élire son ministre des Affaires étrangères, Avrito Bouamokou, à la présidence de la commission de l'UNESCO il y a 2 ans. Voilà ce qu'il faut savoir, bien entendu. C'est un État qui est puissant aussi, parce que c'est un État producteur de pétrole, mais surtout de gaz. C'est un des États dirigeants de ce qu'on appelle l'Union des États producteurs de gaz, l'OPEP du gaz, qui dispute aux États-Unis le contrôle du marché du gaz et qui a donc des liens sur toute la planète. Malabo, à part l'immeuble de l'avenue Foch, n'a pas de biens ni d'intérêt économique en France, n'a donc plus rien à perdre. Mais la France a beaucoup d'intérêts économiques en Guinée équatoriale. Il y a tout à perdre. Elle est active dans le domaine du pétrole et du gaz avec le groupe Total. Elle est active dans le domaine des banques avec le groupe de la Société Générale. Elle est active dans le groupe touristique qui est une industrie de pointe à Malabo avec le groupe Accor. C'est tout cela que la France risque de perdre. Maintenant, il faut bien comprendre que la ligne rouge, ce n'est pas la confiscation de l'immeuble de l'avenue Foch. Ça, la Guinée équatoriale a compris que la justice française, c'était une justice aux ordres, que les magistrats français n'étaient pas indépendants, qu'ils étaient sous les ordres du garde des Sceaux Dupond-Moretti, qui est un ministre de Macron et un de ses amis. Mais la ligne rouge, c'est l'expulsion par la force publique de l'ambassadeur de Guinée équatoriale à Paris. Dans ce cas-là, dans les 24 heures, il y aura l'expulsion de l'ambassadeur de France. C'est cela que les collègues de l'ambassadeur de Guinée équatoriale à Paris ont difficile à comprendre parce qu'eux ont peur de la France. Malabo, elle, n'a pas peur de Paris. C'est Paris qui a tout à perdre. Macron ne l'a pas compris jusqu'ici. Il est temps qu'il le comprenne. Alors, Luc Michel, comment évaluer aujourd'hui les rapports, puisque si la Guinée équatoriale a agi ainsi, ça veut dire que la Guinée équatoriale est justement en train de faire la même chose que le Mali a fait, en même chose, d'une certaine mesure que la RCA a fait. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette action
de rétorsion de la France vis-à-vis de cette décision qualifiée par Malabo comme une parodie de justice, une justice aux ordres et une non-justice. Est-ce que cela peut éveiller peut-être le sentiment des autres chefs d'État africains de tenir la France par la culotte? C'est possible? Malabo, Bangui et Bamako, ça représente les trois mâchoires d'une tenaille. Mais les trois présidents agissent différemment. Touadéra, il agit avec une politique de petits pas feutrés, des petits pas économiques, diplomatiques, militaires, etc. Bamako agit avec une politique de coups de force brutaux. Il choisit la rupture brutale devant le Conseil de sécurité, etc. Malabo, lui, choisit une autre tactique. Il agit d'agir par une série d'utilisations des lois internationales. Malabo a agi devant la Cour de justice internationale, devant la Cour de justice internationale de La Haye, suivant la Convention de Vienne, etc., suivant les usages diplomatiques. Et Malabo, évidemment, il met en route des scénarios qui n'impliquent pas une rupture brutale comme Bamako, mais qui sont tout aussi efficaces. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Si Paris veut s'emparer de l'immeuble de l'avenue Foch, il devra prendre des policiers qui iront passer les menottes à l'ambassadeur de Guinée équatoriale et aux diplomates équato-guinéens et qui les évacueront de l'ambassade. Ce sera un scandale international et ce ne sera jamais admis par aucun diplomate dans le monde parce qu'il y a l'immunité diplomatique. À Malabo, on n'agira pas comme ça. On retirera l'immunité diplomatique à l'ambassadeur, on retirera son accréditation, on retirera l'accréditation de l'ambassade et on donnera, cela se fait dans le monde, notamment en Chine, en Russie, et contre la Chine et contre la Russie, dans la plupart des pays de l'Union européenne et des États-Unis, on lui donnera 24 heures pour quitter le pays. Dans ce cas, il n'y aura pas violation, mais respect des usages diplomatiques internationaux. Malabo est dans son droit. Malabo applique le droit international. C'est la France qui est un État pirate. Ajoutons qu'en 2018-2019, Malabo a représenté l'Afrique à titre provisoire au Conseil de sécurité des Nations Unies et en liaison avec la Chine et la Russie, elle a mené une action diplomatique mondiale qui a été soulignée par tous les pays de la planète. Donc Malabo est respecté, c'est cela qu'il faut comprendre. C'est cela que le petit Macron arrogant dans une France en perte de vitesse n'a pas compris. Je le dis souvent, les Occidentaux ont un logiciel de retard. Dans ce cas-ci, Macron se croit encore en 1968 ou en 1991 au moment du discours de la Baule ou encore en 2010 au début des printemps arabes et africains. Mais aujourd'hui, on est en 2022. Malabo est un État indépendant et respectable qui a des appuis diplomatiques partout dans le monde. Alors, Luc Michel, graduellement, on court vers la fin de cette édition spéciale consacrée donc sur ces deux détentes, c'est-à-dire la première, il était question d'examiner le torchon qui brûle entre Paris et Malabo. On a bien compris que Malabo est décidé à aller à l'expulsion immédiate. D'ailleurs, ce qui est dit à Malabo, c'est que l'ambassadeur de France à Malabo, en Guinée équatoriale, ne prendra aucun autre avion. C'est un avion équato-guinéen qui va l'embarquer, Manu Militari, pour le conduire en France et que, justement, les relations diplomatiques seront rompues. Ça, c'est clair du côté de Malabo. Le vice-président de Guinée équatoriale qui se trouve en Serbie, dans Belgrade, a dit cela et ce sera fait puisque les mêmes relations diplomatiques avaient déjà été rompues avec la Grande-Bretagne qui justement avait taxé
le vice-président de corrompu et s'était engagé dans des propos assez déshonorants. Alors, deuxième détente, nous sommes en train d'examiner cette visite. Alors, Luc Michel, quel est le domaine de la Guinée équatoriale dans ce qui apparaît comme un marigot qui bout et qui va continuer à bouillir avec un peu de flamme et de feu? Je ne comprends pas votre question, Hubert. Luc Michel, est-ce qu'il est avec nous? Je suis là, mais je ne comprends pas votre question. Alors là, Luc Michel, je disais, finalement, quel sera le demain de ces relations? Puisque là, nous sommes dans ce qui apparaît comme un bras de fer, où des décisions musclées sont en train d'être annoncées, c'est-à-dire la France apparemment ne veut pas aller jusqu'à l'expulsion puisque la Cour de cassation a rendu sa décision depuis un certain temps et à Malabo, on est pied ferme pour pouvoir répondre par la riposte et la réciprocité à cet acte. Alors, quel est le demain finalement des relations entre la France et la Guinée équatoriale? Il y a deux scénarios possibles. Tout d'abord, il y a le scénario de la rupture, qui serait évidemment la rupture des relations diplomatiques. Elle entraînera la rupture des relations économiques. Total, la Société Générale, par exemple, ont tout à perdre. Et il faut constater quelque chose, évidemment, c'est que les Français ont été irresponsables. Vouloir humilier n'ose pas la famille, comme dans le cas d'Omar Bongo, du président gabonais ou du président Sassou Nguesso, non pas la famille, mais le vice-président d'un pays qui est un potentiel successeur d'Obiang-Néma Bassongo, c'est évidemment une position irresponsable. Mais les Français, depuis le départ, étaient persuadés qu'ils allaient réussir à opérer une révolution de couleur à Malabo comme les Américains, ce qu'on appelle dans le langage de la diplomatie américaine un regime change. Et donc, ils ont cru que après avoir humilié Théodore Mangui au Obiang-Néma, ils allaient chasser sa famille du pouvoir. Ça n'aura pas lieu. Le PDGE, il tient solidement en main les rênes de la Guinée équatoriale. C'est un parti historique qui a bâti la Guinée équatoriale moderne, un peu comme Mustafa Kemal Atatürk a bâti la Turquie moderne dans les années 1930. Il y a beaucoup de points communs entre Atatürk et Obiang-Néma Bassongo. Et donc ça, c'est le scénario du pire, basé sur l'aventurisme et l'incompréhension française. L'autre solution, c'est que la voie du bon sens prévaudra. C'est celle qu'a proposée Obiang-Néma Bassongo et l'ambassade de Guinée équatoriale, l'ambassadeur Miguel Oyono. Eux disent, trouvons une solution, arrangez-nous, maintenez notre propriété dans les formes légales sur l'ambassade et oublions cette affaire des biens mal acquis qui a détruit, qui a empuanti nos relations pendant 15 ans. N'oubliez pas qu'Obiang-Néma Bassongo, c'est un francophone et un francophile. Il a choisi de faire de son pays un pays francophone parce que colonie espagnole, la seule colonie espagnole d'Afrique, il était isolé en Afrique. Il a donc choisi de rejoindre la francophonie. C'est d'ailleurs un lettré francophone, un homme qui aime la littérature et les livres français. Deuxièmement, il a choisi de rejoindre l'Organisation internationale de la francophonie, où il a un rôle très actif, notamment à l'UNESCO, avec le représentant de la Guinée équatoriale à l'UNESCO, Omar Mokwi, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères. Et il y a un panafricaniste très proche de nous. Et enfin, il a choisi, parce qu'il n'y avait pas le choix, il a choisi de rejoindre la zone CFA parce qu'il voulait que la Guinée équatoriale, qui à l'époque n'était pas un Eldorado pétro-gazier, adhère à une grande zone économique. Mais s'il y avait une rupture des relations diplomatiques, il est bien certain
qu'il n'est sans doute pas possible que la Guinée équatoriale continue à appartenir à la zone CFA. Ça risque d'être un séisme. Après les colonels de Bamako qui vont probablement quitter la zone CFA, après le Fossack Touadéra qui vient d'instaurer le Bitcoin comme la monnaie illégale de la Centrafrique, à côté du franc CFA, ce qui va détruire le monopole du franc CFA dans toute cette zone africaine. Voilà maintenant que la monnaie de singe de Paris est gravement menacée en Guinée équatoriale. C'est le scénario du pire. Moi, je n'exclus aucun des deux, mais je peux vous dire que ce n'est pas le souhait de Malabo, parce que contrairement à Paris, où ce sont des aventuriers irresponsables et des chefs mafieux comme Le Drian, Foccart et compagnie qui dirigent, à Malabo, que ce soit Théodore Obiang-Nguema Basogo, Théodore Mangui Obiang-Nguema, Miguel Oyono, l'ambassadeur, ce sont des gens responsables qui font de la géopolitique et de la diplomatie. Merci à vous, Luc Michel. On va donc sortir de cette édition spéciale. 1 heure d'horloge, on est en train de partir, peut-être qu'en perspective, pas seulement dans cette vision, dans ces articulations, les deux que nous avons examinées, Luc Michel en perspective. On reviendra sur une autre édition spéciale, je les annonce déjà avec vous et avec d'autres personnes, Gamal Abina, vous-même, Fabrice Béor, car en principe, vous êtes aux pointes, vous êtes au devant des phares de l'actualité, qu'elle soit européenne, occidentale, asiatique ou africaine. Alors, est-ce que vous avez dit tout à l'heure que le président Teodoro Obiang-Nguema Basogo est en train de vouloir privilégier une solution de la sagesse? Mais est-ce que la France, vous la connaissez, orgueilleux comme la France, arrogant ou orgueilleux comme la France en Afrique, vous connaissez très bien le livre. Est-ce que la malice et la ruse ne vont pas encore cheminer et être tapis dans cette bonne volonté du président Teodoro Obiang-Nguema Basogo? Je vous l'ai dit, le problème de la France, c'est que la France, elle a une décennie de retard. Elle croit encore qu'elle est à l'heure de la toute-puissance de la France-Afrique. Et elle ne comprend pas qu'elle est un État, tout d'abord, en décadence. La décadence française, c'est le titre d'un autre livre qui est sorti au début de cette année. La déchéance française, où on explique que la France, pas seulement en Afrique, mais au Proche-Orient et dans l'océan Pacifique, est en train de chuter géopolitiquement. Mais on croit que tout est possible. Les gens comme Le Drian, qui n'est plus aux allures aux affaires maintenant aujourd'hui, mais les gens comme Macron et compagnie, ce sont des gens irresponsables, ce sont des aventuriers. C'est pourquoi je ne sais pas vous dire si le bon sens va prévaloir. Il n'y a plus beaucoup de solutions qui restent, où Paris va accepter le bon sens, c'est-à-dire de s'incliner devant Malabo, ou Malabo ne s'inclinera pas devant Paris. Voilà l'alternative. Mais évidemment, Paris s'est mise elle-même dans une impasse. Je ne sais pas comment elle va en sortir. Luc Michel, il était pratiquement à la fin, Luc Michel. Est-ce que vous êtes avec nous? Je rappelle qu'on... Alors là... Oui, je suis là, Hubert. Vous terminez votre argumentaire, vous êtes arrêté seul. Où est-ce que je me suis arrêté? Vous êtes arrêté en disant que la Guinée équatoriale, en principe, vous n'êtes pas sûr que la voie de la sagesse va prévaloir dans cette situation, puisqu'on est aussi ici en face d'un rusé, d'une industrie du mensonge et du crime. C'est ce que vous êtes, si vous paraphrase, vous étiez à ce niveau, Luc Michel. Oui, la France, elle est dirigée par des aventuriers géopolitiques. Elle est distribuée par des gens qui, pendant 60 ans, ont fait ce qu'ils voulaient en Afrique et qui n'ont pas compris que cette époque-là s'était terminée.
Nous vivons l'époque de la chute française. Il y a eu un livre au début de cette année qui explique que la France est en pleine décadence, pas seulement en Afrique, mais au Proche-Orient et dans l'océan Pacifique. Mais ces gens-là n'ont pas compris que l'époque de la toute-puissance était finie. De l'autre côté, à Malabo, il y a des gens qui font de la géopolitique et de la diplomatie, des gens responsables. Théodore Manguier Obiang-Nema, le vice-président, Théodore Obiang-Nema Passongo, le président, Miguel Oyono, l'ambassadeur à Paris, qui est admirable de patience pour maintenir les relations diplomatiques. Mais évidemment, les Français se croyaient encore en 2010, au moment où ils étaient les principaux complices des États-Unis dans le lancement des printemps arabes et africains, et où, dans toute une série de pays, ils changeaient les régimes comme on change de chemise à un homme pauvre. Voilà ce qui est terminé. Donc je ne sais pas vous dire quel sera l'avenir, mais simplement que la France s'est placée dans une impasse. Soit Paris va s'incliner, choisir le bon sens, laisser l'immeuble de l'avenue Foch à l'ambassade de Guinée équatoriale, mais je ne sais pas avec quelle solution légale elle va trouver, soit évidemment elle va continuer à être arrogante, et dans ce cas, ce sera le clash et la rupture des relations diplomatiques, où Paris va tout perdre. Où Paris va tout perdre, mais vous, Luc Michel, vous n'êtes pas en train de perdre, encore moins Canal Hausa, le grand groupe, ou Médias d'Afrique, le nouveau support télévisuel dans ce groupe. Merci à toi, Luc Michel. Beaucoup d'amitié. On va certainement se retrouver au cours d'une autre édition spéciale. Déjà probablement le Cameroun et le Gabon. Et naturellement, cette histoire qui se déroule en RDC, où d'une manière assez surprenante et étonnante, notre roi est venu dans ce pays juste pour affirmer des remords dans un pays où pratiquement des mains des gens avaient été coupées, des têtes tranchées, des milliers de personnes ravagées, criminalisées, alors que, et il est venu pratiquement comme se pavanant dans son arrière-cour. On va bien chercher à comprendre ce qui se passe aussi de ce côté. Est-ce que Félix Tshisekedi n'est pas à mesure justement de concrétiser et même de mettre en pratique ce qui avait valu justement une transition heureuse et une transition pacifique dans ce pays, à savoir prioriser les intérêts des Congolais, c'est-à-dire de la République démocratique du Congo au Cameroun. Vous le savez très bien, on va revenir. Il y a un agenda que vous maîtrisez très bien. Un agenda d'une révolution de couleur, je le dis parce que vous tenez ces éléments de manière ferme et je les ai aussi. On va certainement examiner au cours des éditions spéciales avec vous toutes ces questions. Luc, merci à toi, combattant cinquantenaire dans cette affaire. Merci à vous qui vous êtes donné la peine de suivre cette édition spéciale en rediffusion demain 10h. C'est sur le grand groupe Canal Hausa, Médias d'Afrique. Merci aux promoteurs de ce grand groupe qui, en réalité, n'est pas un visage au devant de l'actualité. Il est derrière et il gère tout de ce côté. Merci pour la mise en route de cette édition et d'ailleurs avec d'autres personnes qui s'occupent de faire fonctionner ce nouveau support et d'ailleurs le grand groupe Canal Hausa qui existe depuis une vingtaine d'années. Madame, salut, monsieur, bonsoir. Retrouvons-nous au cours d'une autre édition spéciale. dafa ñëw dindi lépp lu fi lëndëmoon leeral fépp